Hélène Buzetti, Paul Journet, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Alors, 1 milliard de dollars, c'est Louis Blouin qui nous apprenait tout à l'heure le montant estimé de ce qu'on va acheter comme hélicoptère, comme drone, du personnel également, des salaires de douaniers. On n'imagine pas juste des douaniers, mais la GRC devrait-je dire. On va écouter Mme Anita Anand qui nous dit oui, il fallait en faire plus. On écoute. Nous allons considérer plusieurs investissements dans nos frontières, mais on doit reconnaître que nous avons déjà investi dans nos frontières et nous avons beaucoup de travail à faire. Bon, nous avons beaucoup de progrès. Alors, toute la question, finalement, politique, Hélène, Paul et Chantal, c'est est-ce qu'ils font ça? Bien, ça, c'est une évidence. Ils font ça pour rassurer Trump. Mais l'auraient-ils fait de toute façon? Dans quelle mesure ils règlent un problème qui, à leurs yeux, n'est pas un vrai problème? Hélène? Oui, moi, je ferais attention avec toutes ces informations parce que, clairement, il s'agit de fuites orchestrées. On fait couler de l'information, on nous parle d'un chiffre d'1 milliard, alors que quand on creuse un peu, on nous dit que il y a divers scénarios qui sont à l'étude, qui seront présentés au cabinet, que des décisions n'ont pas encore été prises. Donc, on tente de juste envoyer un message. Le chiffre est beau, vous dites. Oui, le chiffre est beau. On envoie un message général. On va faire quelque chose, mais je serais très étonnée qu'on prenne des décisions définitives avant que M. Trump entre en poste. Question de ne pas dilapider nos cartouches immédiatement, dans le fond. Paul? Bien, il y a deux volets à ça. Il y a les actions qui sont faites pour faire plaisir à M. Trump, pour s'aider dans la renégociation à venir. Et il y a celles que le Canada fait selon ses propres intérêts pour gérer la frontière, parce qu'il faut rappeler que le Canada dépense déjà et que les États-Unis, peu importe les administrations, ont tendance à se plaindre que le Canada n'en fait pas assez et que, de façon assez factuelle et objective, on peut s'attendre à une hausse des passages à la frontière des États-Unis vers le Canada. Donc, en ce sens, c'est normal que le Canada soit prévoyant face à ce qui s'en vient, mais il y a tout l'aspect politique de messages envoyés. Et la preuve, comme le dit Hélène, bien, on n'est pas vraiment capable de ventiler lesquelles de ces annonces sont réellement nouvelles et concrètement en quoi ça va changer par rapport à ce qu'on prévoyait peut-être déjà en partie faire. Oui, puis 1 milliard, pas de ventilation, des fois ça tombe pas mal plus bas. Chantal, le chiffre est beau. Si on lit que la manchette, l'autre bord, en tout cas, Ouais, mais il sera l'autre bord, content. pendant quelques heures, j'imagine. C'est comme un bébé au boire là, aux 4 heures. Alors, oui, peut-être, mais moi, je pense que ça sert aussi, ces fuites-là, de bouclier pour la mise à jour budgétaire du gouvernement, dont on présume qu'elle va nous apprendre, sans grande surprise, qu'on a probablement dépassé le plafond de 40 milliards de dollars qu'on ne devait pas dépasser. Et en mettant ce genre de projection-là là-dedans, on peut dire, ah oui, mais c'est parce qu'il faut aller au plus pressé. L'inauguration du président, c'est le 20 janvier. Ça ne peut pas attendre le budget pour qu'on commence à parler de ces chiffres-là parce qu'on veut envoyer un message au président Trump qui ne devrait pas signer cette directive pour augmenter pour mettre les tarifs de 25 %. Mais ça sert les intérêts politiques du gouvernement qui va pouvoir dire, oui, on dépasse, mais regardez, on s'occupe des priorités. Et sur le fond, ce qu'on a vu aujourd'hui, un premier sondage, c'est Bloomberg qui le rapportait. Justin Trudeau a rattrapé Pierre Poilievre, ce qui n'était pas le cas avant, comme le meilleur pour gérer Donald Trump. Donc, pour la première fois, il y a un mouvement sur quelque chose que le gouvernement fédéral fait qui lui permet de rattraper Pierre Poilievre. J'imagine qu'on veut exploiter ça aussi. Au maximum. On va écouter, parlant du 40 milliards qu'on ne devait pas collectivement dépasser comme déficit, on va écouter Pierre Poilievre justement aujourd'hui. Il est si fier du mise à jour qu'ils veulent enterrer dans la neige, Monsieur le Président. Nous voulons qu'il arrête de taxer les gens. La ministre a dit que le déficit n'allait pas dépasser 40 milliards de dollars. Est-ce qu'elle va respecter cette promesse? Paul, est-ce qu'il y a un danger aux yeux des libéraux de dépasser le 40 milliards ou bien on est ailleurs, là, parce qu'avec les chèques de 250 puis la TPS,
disons qu'on va redépenser plus qu'on croyait. Bien, du point de vue des libéraux, ça me semble être un moindre mal. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas de plan clair de retour à l'équilibre budgétaire et que s'ils y voyaient un problème, bien, ils auraient agi différemment dans les dernières années. Toute leur action gouvernementale est la preuve que pour eux, ce ne sera pas trop pénalisant. Et autre facteur, dépasser le 40 milliards, bien, je pense que les gens sont déjà prêts à ça. Le directeur parlementaire du budget, il y a quelques mois, estimait plutôt à 47 milliards l'ampleur du déficit. On a vu qu'à Québec, le déficit était plus grand que prévu. Il a failli on a dû faire un jeu, aller piger dans les coussins, entre autres, pour atteindre le chiffre qu'on avait annoncé. Et il y a des nouvelles mesures qui vont coûter encore plus d'argent qui sont prévues. Et dernier facteur, bien, la hausse du gain en capital, c'est pas encore officiellement en vigueur. Et tout ça repose sur des estimés, mais qui ne sont pas des faits avérés et qui pourraient être plus élevés que prévu. Chantal, est-ce que la gestion des finances publiques devient un problème aux yeux des libéraux? Parce qu'on répète toujours chez les libéraux, quand on se compare... bon, là, M. Legault, on va en parler dans une seconde. Il arrive de la France, où la France fait face à la plus grande crise des finances publiques presque de l'histoire. Mais est-ce que pour eux, il y a un signal orange ou pas? Oui, il y a un signal orange qu'on ne veut pas voir pour des raisons évidentes, parce que pour éviter qu'il soit orange, il faudrait couper quelque part à la veille d'une élection. Connaissez-vous un gouvernement qui veut faire des compressions budgétaires et qui pense qu'il va être récompensé pour ça? Brian Mulroney a passé 8 ans à essayer de faire ça, puis à chaque fois, il a perdu des plumes. Mais néanmoins, on parle là, de cette histoire de gains... et de nouvelles taxes sur les gains en capitaux qui n'est toujours pas légiférée. Les projections de Mme Freeland étaient en partie fondées là-dessus au dernier budget. Or, d'ici la fin de l'année, de toute évidence, ce ne sera même pas une loi. Alors, on demande aux gens de payer, ou de ne pas payer, là, mais des impôts sur quelque chose qui n'a pas de valeur législative dans un gouvernement qui pourrait ne jamais réussir à faire passer une mesure qu'on applique. Ça donne un peu une idée de la gestion un peu brouillonne, je suis poli, des finances publiques. Qu'est-ce que vous allez suivre, Hélène, lundi, dans cette mise à jour? Bien, il y a 2 chiffres importants. On parle du 40 milliards, mais c'est autant pour l'année qui est en cours que l'année qui s'est terminée. On ne sait toujours pas quel a été le solde de l'année qui s'est terminée au 31 mars, pardon. Et ça aussi, ce 40 milliards-là pourrait être défoncé. En fait, moi, je pense que la raison pour laquelle on fait cette mise à jour économique lundi, c'est peut-être parce qu'on veut sortir les vidanges en même temps, parce qu'il y a autre chose qui va se produire lundi soir, c'est qu'il y a une élection partielle en Colombie-Britannique, Cloverdale-Langley City, je crois, une circonscription détenue par les libéraux, mais qu'ils avaient gagné quand même assez à l'arraché. C'est une circonscription qui passe depuis quelques années, depuis quelques élections, des conservateurs aux libéraux. Ouais. Et avec les sondages actuels, il y a de fortes chances qu'ils perdent cette circonscription, ce qui serait la 3e défaite d'affilée. Voilà, après celle de Toronto en juin, celle à Montréal en septembre, et là, celle-là peut-être, je ne veux pas présumer, mais quand même. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont voulu amalgamer toutes les mauvaises nouvelles lundi en faisant un 2 pour 1. Très bien. OK. On va... Photo de M. Legault, cette fois, avec M. Trump, avec cette bizarre poignée de main. Je ne sais pas si on a la photo. Vous allez voir. Alors, il était, M. Legault, invité par Emmanuel Macron. Oui, je dis bizarre poignée de main parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui est à l'envers, mais en tout cas, peu importe. C'est plié pas mal. Oui, c'est comme une souplesse du poignet. Donc, M. Legault invité par M. Macron, et là, ils ont eu une quinzaine de minutes ensemble, parce que M. Legault, vendredi, a dit « J'ai la laïcité et j'ai Trump. » C'est les deux menaces que je dois gérer. Chantal, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces photos, parce qu'il y a eu Elon Musk également qui l'a rencontré, etc.? Bon, d'abord, chanceux, M. Legault, que le français et la traduction se soient sans doute pas rendus, parce qu'il a dit « J'ai géré la COVID et maintenant je vais gérer Donald Trump ». Bon, comparer Donald Trump à un virus, c'est moins bon. Mais
Néanmoins, c'est bon pour à peu près n'importe qui. C'est pour ça que le premier ministre Ford est allé à Fox News, la première ministre de l'Alberta. Les Canadiens, avec raison, sont inquiets et Donald Trump fait partie du paysage. Donc, n'importe quoi qui donne l'impression qu'un chef politique au Canada plaide la cause du Canada. Je ne suis pas sûr qu'en 10 minutes, 15 minutes, M. Legault a eu le temps ou que même M. Trump va s'en souvenir en passant. Mais c'est quand même bon domestiquement. C'est mieux que l'inverse d'être là et de ne pas avoir réussi à serrer la main ou de se faire tordre le bras par Donald Trump. Oui. Paul et Hélène, certains ont dit, est-ce que M. Trudeau n'aurait pas dû y aller pour dire rebonjour, M. Trump, Paul? Bien, s'il avait réussi à trouver le temps, il y a plusieurs autres chefs d'État qui y étaient. Et puis, ça m'aurait semblé préférable s'il pouvait le faire. Je ne connais pas le fin détail de son horaire, mais les relations diplomatiques, c'est toujours un investissement à long terme et on ne sait jamais où ça peut mener. Peut-être que dans la perspective de M. Trudeau, en ce moment, il voit la vie à relativement court terme. Il ne se projette pas dans plusieurs années. Puis Emmanuel Macron, c'est peut-être pas non plus celui qu'on voit rester si longtemps que ça au pouvoir. Mais le contre-exemple, ça serait François Legault qui, lorsque M. Trudeau avait eu des propos un peu équivoques à la suite du cas de l'enseignant Samuel Paty qui avait été décapité par un islamiste, M. Legault en avait profité pour affirmer le soutien indéfectible du Québec à la France et à la laïcité. Et c'est le genre de déclaration qui peut permettre d'approfondir les liens. Et quand vous avez une bonne relation avec un chef d'État, bien, vous ne savez pas jusqu'où ça peut vous mener. Et ça n'a sûrement pas nuit à ce que M. Legault puisse avoir ces échanges-là. Autre facteur, c'est les investissements toujours colossaux du Québec dans sa délégation générale à Paris. C'est toujours le cœur de l'action diplomatique du Québec. Mais bon, tout ça pour une conversation qui a peut-être plus de rentabilité domestique parce qu'on crée un effet de ralliement où là, on montre qu'on défend le Québec face à une menace qui est quand même commune, c'est-à-dire une menace qui est posée pour tous les Québécois, là, peu importe leurs allégeances politiques. Et ça allait dans le... Pour reprendre le mot à la mode, là, ça allait dans le narratif de vendredi, sa conférence de presse. M. Legault qui voulait dire, Hélène, c'est vraiment très, très grave, puis il faut s'en occuper, etc. Donc, on le voit le lendemain avec cette photo, poignée de main, là. Oui, c'est important pour M. Legault, mais il faut comprendre que c'est surtout pour de la consommation nationale. C'est pour ici que c'est bon d'avoir une telle photo. Je suis assez d'accord avec ce que Chantal disait. Est-ce que même M. Trump s'en souviendra-t-il de cette rencontre? Je pense pas que d'une petite poignée de main comme ça, dans un événement mondain, international, c'est quelque chose qui va fortement marquer l'esprit du président américain. Et de même manière, je ne pense pas qu'il y a faux pas de la part de M. Trudeau par rapport à Trump de ne pas avoir été présent à cet événement. Je pense que c'est plutôt par rapport au fait que c'était un grand événement pour la France, que cette réouverture de Notre-Dame, et le Canada n'était pas représenté par son premier ministre canadien. On nous a dit qu'il y avait un conflit d'horaire, mais sans trop expliquer. C'est notre ambassadeur, Stéphane Dion, qui était présent. Mais Paul faisait référence à cette décapitation de l'enseignant. Il faut se rappeler qu'à l'époque, M. Trudeau, lui, avait comme un peu laissé entendre que, vous savez, il ne faut pas non plus provoquer les gens qui n'ont pas les mêmes croyances. Il avait dit, il ne faut pas crier au feu dans un cinéma bondé, ce qui avait été très mal vu à Paris et ce qui avait amené M. Macron à appeler M. Legault pour le remercier de son soutien, mais ne pas appeler M. Trudeau. Alors, on sent que sur ces questions-là, il y a plus d'affinité avec le premier ministre du Québec que celui du Canada. Très bien. En passant, oui, Chantal. Le conflit d'horaire, c'était en partie la soirée de commémoration de Polytechnique. C'est pas évident là, de passer la nuit dans l'avion pour arriver à temps à Notre-Dame de Paris. Et quelque part, il y avait eu aussi ce voyage et ce souper. Est-ce qu'il fallait en rajouter sur la longueur de la même? Pas évident. Oui, mais c'est peut-être la deuxième partie. Est-ce que ça n'aurait pas été perçu comme trop? On le cherche dans le monde, puis ça va se mettre à genoux ou pas, là. Alors, en tout cas, il n'est pas allé, mais c'était très beau comme cérémonie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais je le souligne, c'était magnifique. Quand même un exploit. Monsieur Legault, qui, vendredi, on va l'écouter, a dit on devrait interdire la prière dans les lieux publics. On écoute. De voir des gens qui prient dans les rues, dans des parcs publics,
c'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. Quand on veut prier, on va dans une église, dans une mosquée, on regarde toutes les possibilités pour incluant l'utilisation de la clause dérogatoire. On ne souhaite pas voir des prières dans les rues. Beaucoup de commentaires en fin de semaine là-dessus. Je commence avec vous, Hélène. D'abord, est-ce que c'est possible? Parce que M. Legault, il faut comprendre, fait dans sa tête référence à ces images qu'on a vues de rues bloquées par la prière musulmane lors de manifestations. On la voit, je pense qu'on va la voir, on l'a abondamment vue. Mais est-ce que prier dans un parc, on peut, au Canada, au Québec, interdire ça, Hélène? Oui, c'est un peu compliqué, en fait, effectivement, parce que où tracer la ligne entre une prière et une manifestation au nom d'une idéologie quelconque? On a encore la liberté d'expression, la liberté idéologique au Canada. Probablement qu'une des façons d'intervenir pourrait être de dire, bien, désormais, pour la prière, il faut obtenir un permis de la municipalité pour le faire. Donc, on s'assure que tout ça est encadré et il pourrait avoir une espèce de critère, celui de l'ouverture à tous. Parce que ce qui est au cœur de ça, c'est le fait que est-ce qu'on permet à un groupe d'une religion particulière de monopoliser un espace qui est de nature publique et de se le réserver selon ses propres critères. Alors, un des critères qu'on pourrait dire, c'est, bien, OK, vous pouvez peut-être faire une prière, mais il faut s'assurer que tout le monde peut participer, que tout le monde peut être présent, incluant, par exemple, les non-musulmans, parce qu'on a vu, il y a des cas qui ont été rapportés, je n'ai pas vu moi-même, mais où c'était clôturé et où il fallait être musulman pour y accéder. Si vous étiez une femme et que vous étiez menstruée ce jour-là, vous n'étiez pas admise, ce qui choque profondément la féministe en moi, en passant. Alors, peut-être que ça pourrait être un critère. Oui, bien sûr. Il peut y avoir des critères. Paul et Chantal. Paul. Bien, juste rappeler, M. Legault répondait à une question. Il n'avait pas pris l'initiative de faire cette déclaration-là. Cependant, il y avait déjà une réflexion en cours au gouvernement. Mais si on décide de restreindre la prière dans l'espace public, on doit trouver un bon critère. Et un parc, ce n'est pas une institution de l'État. Donc, ce n'est pas la laïcité qui est en cause. Il faut trouver d'autres principes au nom desquels on encadre la prière. La liberté de religion est un droit fondamental, mais celle de manifester aussi, ce qui n'interdit pas de l'encadrer. C'est un travail qui peut se faire peut-être de façon plus précise au cas par cas. Et par exemple, dans certains arrondissements, à Montréal, si vous voulez organiser un événement public dans un parc, il y a une liste de critères autorisés et d'autres qui ne sont pas autorisés. Parmi eux, les cérémonies religieuses. Donc, il y a des arrondissements à Montréal où vous ne pouvez déjà pas réserver un parc à cause des principes, entre autres, mis de l'avant par Hélène. Il y a le respect de l'ordre public, mais aussi l'accessibilité à tous les citoyens. Mais si on va de l'avant, si le premier ministre va de l'avant avec un dossier aussi délicat, il faut quand même faire une preuve pédagogique, une démonstration du problème et de la proportionnalité des mesures, ce qui n'a pas été fait au détour de la déclaration de 2 phrases dans la conférence de presse. Oui, parce que l'image de la manifestation, Chantal, c'est pas comme s'il y en avait 100 par année quand même, là. Chantal. J'imagine que M. Legault, pendant ses propres couvre-feux, ne se promenait pas dans son quartier qui était à l'époque Outremont, parce qu'il aurait vu des gens de la communauté juive qui priaient d'un balcon à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce que tous ces gens-là auraient dû rester à l'intérieur? C'était d'ailleurs toute une image. Et pas dans le mauvais sens du mot, là, mais c'était particulier. Évidemment, moi, je suis la personne la plus âgée sur ce panel. Et j'ai un problème quand François Legault parle de valeurs québécoises, alors que, comme moi, il a été élevé à une époque où il y avait des processions pour à peu près toutes les fêtes des saints qu'on peut inventer dans tous les espaces publics possibles et imaginables sans jamais demander l'avis de personne. Et je trouve qu'on arrive un peu tard à cette idée que l'espace public, y compris les parcs, doit être complètement laïque. Est-ce que M. Legault dit, par exemple, qu'un party de famille où des gens très chrétiens récitent le Bénédicité, ça ne devrait pas avoir lieu? Comment il fait pour faire une police des manifestations religieuses? Moi, ça me semble un peu complexe. Hélène, Paul, Chantal, on va en reparler, c'est certain. Merci beaucoup. Il y avait une motion de censure à Ottawa. On n'a pas parlé parce que le NPD, c'était déjà écrit dans le ciel, allait voter pour et vont voter pour. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.